Mesdames, Messieurs, chers amis de Port-Royal, futurs amis de Port-Royal, nous avons vu que le rayonnement de Port-Royal a attiré dans l'orbite du monastère un très grand nombre de personnalités, à tel point que, comme nous l'avons indiqué, le monumental dictionnaire de Port-Royal, publié en 2004, comporte 2300 articles. Et comme ces articles s'en tiennent à des sympathisants du monastère, c'est dire l'intensité du rayonnement. La question qu'on peut se poser à propos de ces centaines de sympathisants, c'est que y a-t-il des réseaux à l'intérieur de cette vaste foule? Alors dès 1930, une spécialiste de Port-Royal, qui s'appelle Cécile Gazier, a publié un livre qui s'appelle « Les belles amies de Port-Royal ». Et elle était intriguée très légitimement par l'importance des réseaux féminins autour de Port-Royal. Bon, son livre comporte 8 médaillons sur ces personnalités, 4 qui sont des bienfaitrices du monastère et 4 autres qui, elles, vont nous intéresser parce qu'elles appartiennent à un même mouvement dont nous allons parler. Ces 4, c'est Madame de Sablé, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné et Madame de Longueville. Ce que Cécile Gazier n'a pas perçu à l'époque, c'est que ces 4 femmes que je viens de citer appartiennent toutes les 4 à un même mouvement qui est la grande préciosité française dont nous allons parler. Pourquoi est-ce que Cécile Gazier n'a pas aperçu ce réseau? C'est parce que la préciosité, à l'époque, n'était que peu étudiée en France, et même d'ailleurs à l'étranger, et que l'étude a commencé à se développer à partir des années 1950-1970, puis elle s'est intensifiée à partir des années 1990. Or, pour le résultat de ces enquêtes, de ces explorations, nous possédons maintenant un maître-livre. C'est le livre de Myriam Maître, qui s'intitule justement « Les Précieuses », qui paraît en 1999 et qui connaît tout de suite un si vif succès en France et aussi aux États-Unis, où les féministes évidemment se sont rués dessus, que l'éditeur l'a republié, l'a réédité en 2008 dans la collection Champion Classique, qui est vouée à une plus grande diffusion. L'enquête de Myriam Maître s'achève sur un vaste répertoire qui recense au moins 60 personnalités du XVIIe siècle qui ont été cataloguées comme précieuses. Dans ce cercle, qui rencontre-t-on? La Mademoiselle de Lavergne, c'est-à-dire la future Madame de Lafayette, Madame de Motteville, qui est la confidente de la reine et qui sera plus tard une remarquable mémorialiste, et un certain nombre de personnalités moins connues. Mais il y a un second ensemble, un second salon qui s'affirme encore plus à ce moment-là, c'est l'hôtel de la fameuse marquise de Rambouillet. Cet hôtel est si près du Louvre, à Paris, et la marquise rêvait déjà de débrutaliser les hommes, comme elle disait. Il faut se rappeler qu'au XVIIe siècle, les nobles passent, une partie de la noblesse en tout cas, passe la moitié de l'année, toute la belle saison, dans les camps et à l'armée. Et la rudesse des camps ne prédispose pas forcément à la délicatesse des sentiments et des conversations. Et donc, elle voulait débrutaliser les hommes. C'est un néologisme, comme les précieuses vont en forger beaucoup d'ailleurs, pour élever le niveau de la langue française. Les néologismes créés par les précieuses pour enrichir la langue et l'élever sont assez nombreux. Par exemple, Madame de Sablé a inventé le terme quitterie pour marquer la fin d'une liaison. Mais malheureusement, ce néologisme n'a pas vraiment pris alors qu'il était très remarquable. En revanche, c'est la marquise de Maulny, une autre précieuse, qui a inventé le terme s'encanailler. Ces néologismes ont très souvent été acceptés dans la langue et aujourd'hui, plus personne ne supposerait qu'ils ont été inventés par le mouvement précieux.
Je donne quelques exemples. Mademoiselle de Scudéry a créé les mots accablement, arrachement, etc. Tous ces grands mots en ment qu'elle trouvait très poétiques et qui se sont parfaitement inscrits dans notre langue. Or, le salon que préside Madame de Rambouillet a été une véritable pépinière de précieuses, elle lui aussi. Parmi les précieuses qui le fréquentent, la Anne-Geneviève de Bourbon, qui est la cousine de Louis XIV, qui deviendra plus tard Madame de Longueville, Madame de Maure, Mademoiselle de Laveigne, toujours, Madame de Sévigné. Il y a aussi les deux filles de la marquise, Julie et Angélique, qui toutes les deux sont cataloguées comme des précieuses de premier rang. C'est là que va se forger toute une élite de jeunes femmes qui vont devenir ensuite de remarquables animatrices de salon, d'où l'essor, l'efflorescence du mouvement lui-même. Il faut ajouter qu'un ami très proche de la marquise de Rambouillet n'est autre que le fameux Arnaud d'Andilly, qui devient solitaire de Port-Royal en 1645, mais qui, quand il s'installe à Port-Royal des Champs comme solitaire, ne quitte pas ses belles amies, à tel point d'ailleurs que les contemporains se sont moqués de lui, parce qu'en disant il aime les belles âmes, puisqu'il était converti, il aime les belles âmes à condition qu'elles soient dans de beaux corps. Quels sont les idéaux qui animent le mouvement précieux? Le plus connu de ces idéaux, c'est l'affirmation d'une singularité qui est en fait une supériorité. Les précieuses veulent se distinguer. Comme le disait déjà Madame de Rambouillet, elles ne veulent pas de la vulgarité ambiante qui est apportée quelquefois par les hommes. Et donc elles vont se singulariser en développant un art très élégant de la conversation. Les hommes cherchant la gloire dans les exploits militaires, les précieuses vont rêver d'une gloire personnelle, intime, acquise par la beauté de leur vie, de l'existence qu'elles se choisissent. Un exemple de cet idéal est énoncé dans un roman, un petit roman de Mademoiselle de Scudéry, qui s'appelle Mathilde, qui paraît en 1667, et comme par hasard, dans ce roman, elle célèbre la jeune femme idolâtrée par le poète Pétrarque, la fameuse Laure de Noves, qui est justement une conception très élevée de la femme. Et elle écrit ceci: « Il faut se démarquer du commun des femmes qui ne sont ordinairement estimées que pour les enfants qu'elles donnent dans leur famille et non pas pour leur propre mérite. » Voilà donc quel va être l'idéal du groupe. Se tirer du commun des femmes, c'est donc se donner du prix, donc être précieuse. Alors, comme on peut bien l'estimer, parmi les contemporains, un certain nombre va admirer ces personnalités, tout simplement parce qu'elles sont réellement supérieures. On le verra avec beaucoup d'entre elles. Mais un certain nombre d'autres, notamment de tradition gauloise et misogyne, vont les dénoncer comme arrogantes et se prenant pour plus haut qu'elles ne sont. Donc, il y a une double face, c'est pour ça qu'on le voit dans la littérature du temps. Il y a toute une tradition satirique contre la préciosité, mais en même temps, il y a l'affirmation de leurs véritables idéaux. Ce qui explique d'ailleurs en partie ces reproches, c'est que les précieuses vont prendre beaucoup de liberté par rapport à une institution très installée, qui est le mariage. Par exemple, Mademoiselle de Scudéry, qui est demandée 3 fois en mariage, rejette les 3 demandes et elle vivra toute sa vie en célibataire. Madame de Sévigné, qui est veuve très jeune, se garde bien de rechuter. Madame de Lafayette, qui se marie aussi pour succomber aux normes sociales,
prend toutes les distances au bout de quelques années avec son mari, lequel repart dans ces montagnes du Limousin. On n'entendra plus parler de lui, et quand il meurt en 1684, on dira qu'on le croyait déjà mort depuis longtemps. Dans deux autres cas, on parle de divorce, au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire que des femmes sont séparées de corps et de biens d'avec leur mari. Alors le premier exemple qu'on peut donner, c'est la comtesse de Brégy, dont la fille est religieuse à Port-Royal d'ailleurs. Cette comtesse de Brégy, elle était mariée à un ambassadeur du roi à Stockholm. Et elle trouvait très bien qu'il soit à Stockholm, mais elle faisait grise mine quand il revenait de Suède. Et cela a valu un poème satirique contre elle, que voici. Pour vous, Brégy, quel reproche? Vous n'aimez homme vivant et ne souffrez guère souvent qu'aucun vous approche. Et cela vous fait voir à contre-cœur le retour de monsieur l'ambassadeur. Deuxième exemple, la brillante comtesse de la Suze, qui est une poétesse célèbre au XVIIe siècle. Elle aussi, elle divorce, et pour ne plus voir son mari, comme elle dit, et comme ils étaient tous deux protestants, elle abjure même la religion protestante, elle se fait catholique, et elle allait dans Paris en répétant « Maintenant, je suis sûre de ne plus le voir, ni en ce monde, ni dans l'autre ». Cette prise de distance relative avec l'institution du mariage annonce le livre de Virginia Woolf, « Une chambre à soi ». Cette indépendance de beaucoup de précieuses explique que les grands précieux écrivains vont pouvoir se consacrer à leur œuvre littéraire. Un second trait a frappé les contemporains comme une valeur fondamentale de la préciosité, c'est la délicatesse du cœur et des sentiments. Les précieuses veulent éviter, comme nous l'avons vu, la vulgarité, et elles brodent sur l'amour, mais pas la passion amoureuse dont elles se méfient, parce qu'elles la trouvent ravageuse et source de souffrance, mais elles vont broder sur ce qui est à leurs yeux le plus beau sentiment humain qui existe, c'est l'amour tendre entre un homme et une femme. Alors cet amour tendre, il explique par exemple la relation qui va se nouer pendant 15 ans entre La Rochefoucauld et Madame de La Fayette. Ils se voient tous les jours, mais apparemment on n'a aucune trace d'une liaison entre eux. Mademoiselle de Scudéry a illustré cet éloge de l'amour tendre en insérant dans son roman Clélie ce qu'on appelle la carte de Tendre. Alors la carte de Tendre, c'est une carte géographique avec 3 itinéraires. L'un, c'est tendre sur estime, l'autre, c'est tendre sur reconnaissance, et la plus importante, tendre sur inclination. Mais l'inclination, chez Mademoiselle de Scudéry, n'arrive pas à la passion amoureuse, qui est trop dangereuse. Et alors tout au nord de la carte, il y a une zone qui est extrêmement dangereuse, où il ne faut surtout pas aller, qui s'appelle mer dangereuse. Et mer dangereuse, c'est la passion amoureuse. Les précieuses méprisent les liaisons, elles se méfient de ce qu'elles appellent les mauvais galants. Les mauvais galants, c'est ceux qui voudraient des réalités sensibles, voluptueuses, que justement les précieuses ne veulent pas leur donner. Alors Madame de Rambouillet a été célébrée par les contemporains dans une très bonne formule. Elle était galante sans aimer les galants. Alors galante au sens du XVIIe siècle, ça veut dire qu'elle excellait dans toutes les séductions de la vie, notamment elle connaissait l'enjouement, puisque le verbe galer, c'est un vieux verbe qui veut dire se réjouir. Donc elle est galante en ce sens, c'est une femme accomplie, mais elle méprise les mauvais galants, c'est-à-dire elle rejette les liaisons. Et là, on a un merveilleux exemple, c'est toute l'œuvre romanesque de Madame de La Fayette, sans exception. C'est une méditation sur les liaisons dangereuses,
sur le refus des liaisons et l'horreur de l'adultère. Ces aspirations et cette relative méfiance de l'amour-passion expliquent que les précieuses aient souvent fui les hommages encombrants et intéressés des hommes pour constituer entre elles de véritables réseaux féminins. On a ainsi toute une série de couples qui se sont forgés. Par exemple, en ce qui concerne les proches de Port-Royal, Madame de Sévigné et Madame de Lafayette, elles sont extrêmement proches. Madame de Maure et Madame de Sablé, qui s'accablent même de termes qui sont brocardés par le satiriste Talleyrand des Réaux, Mamour, etc. Et enfin, Madame de Longueville et Mademoiselle de Vertus. En 1661, un gastier de l'époque, qui s'appelle Somez, a publié ce qu'il appelle le Grand Dictionnaire des précieuses, où il a recensé un très grand nombre de précieuses. Dans ce dictionnaire, il peint Madame de Sévigné. Et il dit elle se contente de donner son estime aux hommes et elle n'aime que celle de son sexe. Oui. Et évidemment, à partir de là, comme on peut l'imaginer, un certain nombre de contemporains ont lancé l'accusation d'homosexualité. Mais une enquête historique n'a jamais montré qu'il y ait eu des pratiques homosexuelles entre les grandes précieuses. Maintenant, passons à une seconde grande question, c'est comment expliquer que le mouvement précieux était souvent si proche de Port-Royal. Nous avons parlé dans une minute précédente du rôle des familles. Ainsi, pour Madame de Sévigné et Madame de Lafayette, elles sont proches parentes toutes les deux du chevalier Renaud de Sévigné, qui s'est établi en 1660 comme solitaire à Port-Royal de Paris. Mais ces relations de famille n'expliquent pas tout. Il faut envisager des choses beaucoup plus profondes maintenant. C'est justement la conception qu'elles ont des attachements entre les hommes et les femmes, et notamment leur horreur de la passion amoureuse et de l'adultère. Il faut d'abord dire un mot du rôle central joué par quelqu'un qui va être une sorte de pivot entre Port-Royal et les précieuses, c'est Arnaud d'Andilly, qui est un écrivain très, très remarquable d'ailleurs. Et cet Arnaud d'Andilly, c'est un ami intime de la marquise de Rambouillet, comme par hasard. Et Arnaud d'Andilly, il est tout proche aussi de Madame de Sévigné, qui lui rend assez souvent visite. Et même, on a une lettre où Madame de Sévigné raconte qu'elle lui a rendu visite au château de Pomponne, non loin de Paris, et que pendant 6 heures, il lui a adressé des reproches sur son idolâtrie à l'égard de sa propre fille. Que Madame de Sévigné avait une relation un petit peu bizarre, un peu excessive avec sa fille, et Arnaud d'Andilly la sermonne là-dessus. Je le trouvai dans une augmentation de sainteté qui m'étonna. Plus il s'approche de la mort, plus il s'épure. Il me gronda très sérieusement et, transporté de zèle et d'amitié pour moi, il me dit que j'étais folle de ne point songer à me convertir, que j'étais une jolie païenne, que je faisais de vous une idole dans mon cœur, que cette sorte d'idolâtrie était aussi dangereuse qu'une autre, quoiqu'elle me parût moins criminelle, qu'enfin je songeasse à moi. Il me dit tout cela si fortement que je n'avais pas le mot à dire. Ce même Arnaud d'Andilly a été célébré par Mademoiselle de Scudéry, qui est nommée au XVIIe siècle la souveraine des précieuses. Elle parle de lui dans un de ses romans les plus célèbres, qui s'appelle Clélie, histoire romaine. Et dans ce roman, elle célèbre les solitaires de Port-Royal, et en particulier Arnaud d'Andilly. Et il est à noter que c'est dans ce même roman, et dans le même volume de ce roman, que se trouve la carte de Tendre, qui illustre, elle aussi, les idéaux précieux. Seconde explication,
à ce rapprochement entre Port-Royal et la Préciosité, les lectures. Par exemple, Anne-Geneviève de Bourbon, la future Madame de Longueville, découvrira l'évangélisme de Port-Royal en lisant, toute jeune, un traité d'Antoine Arnauld qui s'appelle La fréquente communion, qui paraît en 1643, et elle n'oubliera jamais l'idéal de vie chrétienne que ce livre proposait. Ce qui fait qu'après quelques années passablement agitées, lorsqu'elle va, comme on dit au XVIIe siècle, se convertir, c'est-à-dire revenir à une vie plus chrétienne, elle va se souvenir de Port-Royal, elle va se rapprocher de plus en plus de Port-Royal, à tel point d'ailleurs qu'elle va prendre comme directeur spirituel le propre confesseur du monastère de Paris, Antoine Singlin. Elle est alors définitivement proche de Port-Royal, elle va défendre le monastère pendant de nombreuses années, et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'une période d'accalmie va se dessiner, qui va durer de 1668 à 1679. Parce que cette Anne-Geneviève de Bourbon, elle impressionnait Louis XIV par sa qualité personnelle, et le roi n'a jamais osé persécuter ouvertement le monastère tant qu'elle était vivante. Or, malheureusement, en 1679, elle meurt, et aussitôt, la persécution recommence contre Port-Royal. Pour continuer sur les lectures, Madame de Sévigné, qui est une très grande liseuse, est prise littéralement d'un certain nombre d'écrivains de Port-Royal. Elle met au-dessus de tout Pascal, elle ne cesse de célébrer le moraliste Pierre Nicole, elle dit du bien du solitaire Jean Hamon, qui a écrit des traités de spiritualité, etc. En plus, Madame de Sévigné se lance dans des lectures extrêmement ardues de théologie. Elle lit par exemple le plus dur des traités de saint Augustin, qui s'appelle La réprimande et la grâce, qui est un peu la Bible des partisans de Jansénius. Et ce qu'on voit, c'est que dans sa correspondance, elle défend les augustiniens et elle se moque des jésuites. Par exemple, dans ce passage, « Je lis des livres de dévotion parce que je voulais me préparer à recevoir le Saint-Esprit. Mais il souffle où il lui plaît, et c'est lui-même qui prépare les cœurs où il veut habiter. C'est lui qui prie en nous par des gémissements ineffables. C'est saint Augustin qui m'a dit tout cela. Je le trouve bien janséniste, et saint Paul aussi. Les jésuites ont un fantôme qu'ils appellent Jansénus, à qui ils disent 1000 injures. Ils ne font pas semblant de voir où cela remonte. » C'est les lettres de Madame de Sévigné, qui datent du printemps ou de l'été 1680, sont un véritable feu d'artifice augustinien. Et elle ne recule devant aucune des thèses les plus sévères du docteur africain. Au sein de l'ensemble du mouvement précieux, Madame de Sévigné, à cet égard, a une place très singulière, c'est-à-dire qu'elle donne l'exemple le plus réussi d'une femme qui accède à la compétence théologique. Et là, elle va rejoindre tout un nombre de moniales de Port-Royal, qu'elle connaît très bien d'ailleurs et qu'elle admire, des moniales de Port-Royal que les adversaires du monastère ont dénoncées comme des savantes. Et parmi ces savantes, il y a Jacqueline Pascal, la propre sœur de Pascal. Oui, c'est Jacqueline Pascal qui est confrontée à l'archevêque de Paris et trouvant qu'il se conduisait comme un lâche, lance puisque les évêques ont des courages de filles, il faut que les filles aient des courages d'évêques. Il y a Christine Briquet, Anne-Marie de Brégy, c'est la fille de la comtesse dont nous parlions tout à l'heure, qui est une des savantes aussi de Port-Royal, et Angélique Arnauld d'Andilly, la plus intelligente et la plus remarquable. Et Angélique Arnauld d'Andilly, c'est la propre fille d'Arnauld d'Andilly. Madame de Lafayette, elle, n'est pas une grande liseuse, contrairement à son amie Madame de Sévigné,
mais elle aussi, elle porte Pascal au nu. Et ses deux amis les plus proches sont La Rochefoucauld, donc, et Madame de Sévigné précisément. Ce qui veut dire que Port-Royal l'entoure de tous côtés, et son dernier directeur spirituel sera un des proches de Port-Royal, un oratorien, Joseph Duguay, qui est celui qui l'a assisté dans les derniers moments. Madame de Sablé s'est rapprochée de Port-Royal dès les années 1640. Elle va même finir par se faire construire son hôtel au premier étage du monastère de Paris, côté rue, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir les fenêtres qui donnaient sur le cloître des religieuses. Et elle s'installe, elle entraîne avec elle sa tendre amie, une précieuse aussi, qui s'appelle la comtesse de Maure. Et la comtesse de Maure, on a un témoignage sur elle et sur Madame de Sablé, un témoignage de Mademoiselle de Montpensier, qui anime elle aussi un cercle plein de précieuses. Voici ce qu'elle écrit. C'était des princesses qui n'avaient rien de mortel que la connaissance de l'être. Dans leurs écrits, on apprendrait toute la politesse du style et la plus délicate manière de parler de toutes choses. On voit très bien ici comment les précieuses sont des écrivaines qui vont intervenir de plus en plus souvent dans les jugements des œuvres littéraires. Ce salon de Madame de Sablé, donc, au premier étage du monastère, il accueille Madame de Montausier, c'est-à-dire la fille de Madame de Rambouillet, Julie, mariée au duc de Montausier, la duchesse de Liancourt, proche de Port-Royal, elle aussi, La Rochefoucauld, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Pascal, le prince de Conti, Madame de Longueville et son amie Mademoiselle de Vertus. C'est dire que c'est un salon où Port-Royal et la préciosité se côtoient étroitement. Madame de Sablé et Madame de Longueville ont joué un très grand rôle dans ce qu'on appelle la paix de l'Église, c'est-à-dire un accommodement qui, à partir de 1668, va procurer à Port-Royal des Champs une dizaine d'années de répit et d'arrêt de la persécution. C'est l'amitié de Madame de Sablé qui a conduit tout près de Port-Royal deux autres précieuses, la comtesse de Maure, dont nous avons déjà parlé, qui est une habituée de l'hôtel de Rambouillet, et sa parente, Catherine de Vendy. Alors, Catherine de Vendy, c'était une jeune femme extrêmement jolie, cultivée, savante, elle avait lu l'Astrée d'Honoré d'Urfé, un vaste roman, à 12 ans. Et elle parlait espagnol et italien. Donc, elle a été très courtisée, mais malheureusement pour les galants, elle les tenait à bonne distance. Et ce qui ne plaisait pas à tout le monde, et ce qui a suscité un petit poème qu'on appelle à l'époque un madrigal, qui est un poème ingénieux et galant, que voici. Brusque Vendy, vous êtes un peu fier de vous fâcher pour un madrigalet qui n'a rien dit de votre corselet, de votre esprit, vos beautés, vos lumières, et qui n'a pas passé votre jarretière. Je vais terminer en rappelant la prise de distance des précieuses à l'égard des mauvais galants, comme on disait à l'époque, et même de la passion amoureuse qu'elle ressentait comme néfaste et porteuse de troubles. C'est cette méfiance à l'égard de l'amour et des passions amoureuses qui se trouve en plein accord avec l'augustinisme de Port-Royal, puisque Saint-Augustin est intarissable sur le danger des passions, et en particulier de la passion amoureuse. Les précieuses, on l'a vu, veulent éviter tout ce qu'il y a de commun dans l'existence, tout ce qu'il y a de veule, de bas. Et elles veulent donc éviter des troubles qui dégradent l'homme pour elles. Par exemple, la jalousie. La jalousie est une de leurs bêtes noires.
hein. Et en quoi elle se trouve en plein accord avec beaucoup des théologiens de Port-Royal. De même, là où elles sont en accord avec les écrivains de Port-Royal, c'est dans leur volonté d'élever la langue française, de la purifier. Mais leur mépris des mauvais galants, leur mépris des liaisons, leur refus de l'adultère, tout ça rencontre cette conception d'Augustin qui explique un mot célèbre de la courtisane Ninon de L'Enclos: les précieuses sont les jansénistes de l'amour. Et effectivement, quand on pense à une déclaration comme celle de Madame de Lafayette, qui dit ceci: l'amour est une passion si incommode que je suis bien aise que mes amis et moi en soyons exempts. À tous ces égards, un magnifique roman comme La Princesse de Clèves est un idéal pour comprendre l'harmonie entre Port-Royal et la préciosité. Dans ce roman, se développe l'hostilité à la tentation de l'adultère, la méfiance à l'égard des troubles de l'amour, et le sentiment que on peut penser qu'il y a quelque chose presque de boutique dans le comportement de l'héroïne du roman. C'est-à-dire qu'elle pense que le désir est souffrance. Et donc la passion amoureuse, dans sa violence, est une source de souffrance. Elle dit d'ailleurs à son prétendant, le duc de Nemours: si je vous épousais, je ne retrouverai que le chemin de la douleur. Il faut donc, à mon avis, lire et relire La Princesse de Clèves pour bien saisir les harmonies entre Port-Royal et la préciosité.